Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro des Défis de la Tech, une émission que j'ai le plaisir d'organiser aux côtés de Jean-Baptiste Noé, et dans laquelle nous proposons à deux mondes a priori très éloignés de se rencontrer, le monde de la politique et celui de la tech. Pour ce deuxième épisode, nous recevons un invité qui n'est plus à présenter, Jean-Christophe Cambadélis, bonjour. Bonjour. Vous avez été député de Paris, vous êtes le dernier grand baron du Parti Socialiste, puisque vous avez été premier secrétaire de 2014 à 2017, c'est-à-dire pile au moment où la French Tech a émergé en fait. Et donc c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Bien, merci beaucoup d'être venu à notre table. Alors, je voudrais commencer cette émission par une citation. On sera un sujet plus politique, un peu moins tech. Citation d'une étoile filante de la Macronie qui vous a succédé ou qui a été élu. Et vous me direz ce que vous en pensez 5 ans après. Donc, c'est Mounir Majoubi qui a notamment, député de Paris et puis qui a eu des responsabilités gouvernementales. Et il s'est présenté contre vous. Il disait ceci à l'époque, on était en 2017, je suis candidat contre Jean-Christophe Cambadélis. Il est effectivement le représentant d'une politique dépassée, d'un système politique que nous ne souhaitons plus. Ça, c'était il y a 5 ans. Si on fait un bilan 5 ans après, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous pensez que c'était vraiment dépassé? C'est lui qui s'est dépassé puisqu'il ne veut pas se représenter. Donc il ne va pas être candidat à sa propre succession. Et comme quoi, on peut estimer que des gens sont dépassés sans pour autant être capable de les remplacer. Alors justement, est-ce que puisque donc tout le monde a l'impression d'être moins dépassé que l'autre, quand la French Tech a émergé, on a eu l'impression que la Macronie, en l'occurrence c'est Mounir Majoubi dont nous parlons, a préempté le sujet. Si Mounir Majoubi a dit que vous étiez dépassé, c'est qu'il devait considérer que vous l'aviez pas préempté. Comment ça s'était passé à l'époque? Comment vous avez vu ce sujet émerger? Qu'est-ce que ça inspirait de voir Macron se démener autant? C'était pas la première langue du Parti Socialiste, soyons clairs. On n'en était pas à la formule de Chirac, où est le mulot, mais on n'en était pas loin. J'ai en tête quelque chose d'assez cocasse. C'est un jour, au Bureau National, on dit à François Hollande, ça y est, le Wi-Fi est là, et il répond, il est où? Bon, c'était pour montrer le niveau auquel nous en étions les uns et les autres. Et donc, on a été comme l'ensemble des Français. Il a fallu se convertir petit à petit, apprendre la grammaire de cette nouvelle technologie, voir en quoi elle bouleversait à la fois notre quotidien et notre manière de faire de la politique. C'est considérable, une évolution considérable en 5 ans. Je vais vous prendre un exemple. Je dis, le Parti Socialiste, on se réunissait dans des sections. C'est-à-dire qu'on avait des locaux un peu comme ça, où les socialistes étaient en réunion. Aujourd'hui, on ne se réunit plus en section, on est sur une boucle WhatsApp. Et donc on est dans l'immédiateté. Avant, il fallait attendre la fin de la semaine pour que la réunion de section puisse discuter d'un événement qui était intervenu. Là, alors avec des émicones s'il le faut, mais tout le monde réagit à l'événement. Tiens, Pécresse, ce matin, a dit qu'elle n'appellerait pas à voter, qu'elle ne donnerait pas de consignes en cas de deuxième tour avec Marine Le Pen. Tac, 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 dans des centaines de WhatsApp du Parti Socialiste. Il y a 3600 sections. Mais maintenant, c'est fini. Tout fonctionne autour des boucles WhatsApp. Et moi, j'en ai marre parce que je souhaite dans 60, 65 boucles WhatsApp. Donc, c'est difficile de suivre et de répondre à tout le monde. Bon, mais voilà, c'est pour donner un exemple. Mais à l'époque où Mounir Majoubi me challengeait sur les terres du 19e, il n'avait pas tellement de difficultés vu la situation du Parti Socialiste à ce moment-là. Mais enfin, bon, bref, quand il le faisait, on n'était pas là, on n'était pas encore au fax, mais on n'était pas encore dans le débat via les nouvelles technologies. Justement, sur le rapport entre la tech et la politique, vous qui avez une carrière de plusieurs décennies, vous avez commencé, on était dans le tractage, collage, il y a eu après l'apparition des réseaux sociaux. La campagne électorale de 2007, par exemple, Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, il n'y a pas encore les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, ils sont omniprésents. Est-ce que vous pensez que ça a modifié non seulement la manière de faire de la politique, mais aussi le rapport à la politique? Il y a cette question d'immédiateté et peut-être aussi de prise de contrôle de la technologie sur
le citoyen, le rapport, le meeting, le débat intellectuel, le débat d'idées? Là, on en a pour 2 heures. Mais si on veut raccourcir, on peut commencer par un exemple, c'est assez concret. Par exemple, quand je lance le manifeste contre le Front National au début des années 90, pour mobiliser les gens, on pouvait de temps en temps avoir un fax, mais la plupart du temps, on collait des timbres sur des enveloppes. Et ça coûtait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on mail. Si je lance aujourd'hui, si je lance par exemple Nouvelle Société, le réseau que j'ai lancé, il m'aurait fallu des années pour le construire. Là, en moins de 3 ans, j'ai 10 000 sympathisants. Parce que c'est plus facile de travailler sur des mails et de les faire évoluer vers ma structure. Donc, au fond, ça fait exploser les formes partisanes. Elles ont explosé. Pourquoi ? Parce que d'un seul coup, le militant, le citoyen, la personne, elle a été réintroduite dans le débat politique au même niveau que le dirigeant. Donc, aujourd'hui, vous êtes interpellé sur ces fameuses bouts de WhatsApp, vous êtes interpellé par des gens qui, sinon, n'auraient pas ouvert ou levé la main dans une réunion, parce que vous êtes à 300 ou 400, c'est toujours impressionnant. Et là, il dit, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Donc, on a déjà un changement avec un mouvement de la base qui est beaucoup plus fort qu'il ne l'était dans les formes partidaires auparavant. Puis, deuxièmement, c'est que tout le monde prend la parole. Donc, vous avez un éclatement des formes d'organisation. Ce n'est pas étonnant, d'ailleurs, que l'évolution de notre vie politique s'est faite autour de personnalités. Macron, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, c'est plus particulier, mais Mélenchon, Zemmour, voilà. Et les vieux partis, entre guillemets, qui me semblent pour moi toujours nécessaires, mais enfin bon, qui sont des vieux partis par leur implantation, eh bien aujourd'hui sont bousculés par l'émergence de cette nouvelle forme à la fois de communication, mais surtout d'expression politique. Et évidemment, ce qu'on appelle le numérique au sens large a tout chamboulé dans notre organisation quotidienne, et dans les partis politiques, c'était la même chose. Mais ce qui nous intéresse notamment aujourd'hui dans cette émission, c'est de bien cerner comment vous, au Parti Socialiste, puisque finalement ça a été amorcé par le PS, ce qu'on appelle la Startup Nation aujourd'hui, qui est plus que simplement une addition de nouvelles technologies. C'est quasiment une philosophie, et d'ailleurs Emmanuel Macron s'en targue beaucoup. Il a quasiment préempté le terme Startup Nation. Maintenant c'est un argument, j'ai envie de dire, essentiel de son positionnement politique. Et à ce moment-là, pourtant, c'était le PS qui avait initié le mouvement. C'était sous Hollande. Il y avait eu, avant Macron, il y avait eu Axel Lemaire, Fleur Pellerin. À ce moment-là, qu'est-ce que vous en pensiez, au-delà des boucles WhatsApp qui ont facilité la vie? Comment vous voyiez ce phénomène? Est-ce que vous vous disiez c'est de la poudre aux yeux, c'est un buzz, ça vient des États-Unis, ça va disparaître? Non, on avait théorisé la révolution de l'immatériel. Bon. On avait un débat que moi je menais au Bureau national du Parti Socialiste sur ceux qui parlaient de la désindustrialisation et de la réindustrialisation. Et moi je disais que la réindustrialisation ne pouvait pas être celle que nous avions connue dans les années 30 ou dans les années 60. Qu'aujourd'hui, la nouvelle industrie, c'était 4.0. Bon. Que c'était ça la révolution de l'immatériel. Et on a eu de très longs débats là-dessus. Et qu'est-ce qu'on m'opposait? On me disait non, parce que tu es dans le nouveau capitalisme qui détruit de la valeur et qui détruit les formes d'organisation qui existaient auparavant. Donc moi j'avais perçu ça, et François Hollande aussi, il était passé au-delà du Wi-Fi dont on parlait tout à l'heure. Mais c'était un complément d'âme. Ce n'était pas au cœur de la réflexion, ce n'est pas au cœur de la transformation. C'était un peu à la mode. Qu'est-ce qu'on nous disait, y compris avec les organisations syndicales avec qui on discutait. On nous disait, bon, il y a beaucoup de spéculation autour des startups. Tous les maires veulent leur pépinière. Hein, parce que bon, ça fait branchouille. Bon, et puis ça fait... Bon, voilà. Mais...
ça n'a rien à voir avec une entreprise d'embouteillage, par exemple, où on produit de l'objet. Et donc, il y a eu une grande difficulté à mesurer ou à comprendre que ceci participait de l'évolution de l'économie. C'était plutôt vu comme une destruction de l'économie classique. Donc, il y avait des débats à ce moment-là. Parce qu'à l'époque, il devait déjà y avoir le Uber qui avait dû débarquer en France. Pas encore, mais ça allait commencer. Ouais. Alors, oui, mais Uber a été critiqué tout de suite après, par les socialistes, évidemment, mais pas simplement, non pas sur la plateforme, non pas sur bien sûr, mais sur les conditions de travail. Et il a été très difficile de se mettre dans cette culture. Alors, la Startup Nation, d'abord, c'est un concept qui vient d'Israël, c'est pas un concept qui vient de la France. C'est eux les premiers à avoir dit qu'ils étaient la Startup Nation. Leur équipe cycliste s'appelle même Israël Startup Nation. Évidemment. Bon, et Froome ne regagnera pas le Tour de France pour autant. Mais bon, mais ceci étant dit, ceci a été instrumentalisé, non pas en termes d'investissement, à mon avis, on en parlera sûrement, mais comme marqueur de la modernité. Exactement. C'est-à-dire que quand on dit Startup Nation, on est tout de suite dans la tech, et comme on est dans la tech, on est dans la modernité, et comme on est dans la modernité, on regarde de haut ou de côté les vieux partis qui, eux, sont dans l'industrie lourde, on va dire, si on veut faire une comparaison. Et je pense pas que nous ayons peut-être la réunion de Fleur Pellerin à l'Élysée avec 400 startups une fois, mais ça n'a pas été mis au cœur de l'industrie. Si vous prenez, si on fait 30 secondes un peu d'histoire, le débat dans le gouvernement est plutôt entre Montebourg et Hollande sur la sidérurgie Lorraine. C'est pas sur comment on va investir, etc. Et même lui qui est ministre de l'économie, enfin de l'industrie, ne va pas mettre ça au centre. Il va mettre au centre des industries qui produisent de l'emploi, parce que les autres n'en produisent pas, évidemment. Et donc on n'a pas fait, on l'a intégré, mais on l'a pas mis au centre. Et Macron l'a mis au centre, mais comme une modernité, pas comme un objet. Exactement, oui. On peut dire finalement en avoir fait un peu un symbole de la modernité, c'est aussi un marqueur de gauche, puisque vous revendiquez de la modernité et donc d'être un petit peu dans le coup, d'être dans ce mouvement aussi. Oui, c'est-à-dire normalement la gauche c'est le mouvement, mais en l'occurrence ça ne l'était pas là. Mais c'est parce que cette révolution de l'immatériel qui ne touche pas que la tech, mais qui touche toutes les relations sociales et humaines, on n'a pas fait un objet d'étude pour voir ce qui était positif ou ce qui était négatif, et même pour le critiquer. Par exemple, la critique sur les algorithmes est venue beaucoup plus tard. Ou pour soutenir en disant que c'était une évolution de l'économie qui allait révolutionner. Quand moi je lance il y a de cela quelques mois le Big Bang écolo numérique, parce que ma théorie c'est que on ne traitera pas du problème de l'écologie si on n'intègre pas la dimension numérique. C'est la dimension numérique qui va nous permettre de maîtriser le défi écologique auquel on est confronté, l'agriculture ou le reste. On me retient pas, on retient pas ce que je dis. On dit c'est encore des lubies de combat, et on passe. Mais pour moi c'est une question essentielle, et ça n'a pas été présent dans la campagne présidentielle, absolument pas. Ce débat-là n'a pas existé. Or, c'est un des débats majeurs auxquels on va être confronté, parce que l'avenir, il est là.
Alors, je précise d'ailleurs pour nos téléspectateurs que l'émission est enregistrée 2 jours avant le premier tour de la présidentielle. Donc on ne connaît pas encore les résultats du dimanche quand vous verrez l'émission. Est-ce que vous, avec le recul, vous trouvez que Macron a fait un coup de génie politique en préemptant quasiment un secteur économique, ou en tout cas aux yeux du grand public, il l'a préempté, même si évidemment c'est plus compliqué que ça, mais c'est quand même, c'est du rarement vu, je trouve, en politique. Alors, je ne sais pas s'il l'a préempté. Je pense qu'il a eu l'intuition, et peut-être la pratique aussi, de la tech, mais il a eu l'intuition que c'était un déterminant par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il est entré en politique par là. Enfin, entré en politique, il est entré en candidature, on va dire, à l'élection présidentielle. Et c'est la même chose, mais le temps a passé, mais c'est la même chose que son dialogue sur TikTok, etc. Pour lui, c'est une manière de démontrer qu'il est dans son temps et que les autres sont d'un autre temps. Mais on ne peut pas dire qu'il ait une stratégie industrielle déployée dans ce domaine. C'est un moyen, ce n'est pas une fin chez lui. Donc il a compris, il a eu cette intuition-là, comme Barack Obama avait eu aussi en son temps l'intuition à la fois des réseaux sociaux, du porte-à-porte, etc. C'est des moyens pour montrer que c'est une nouvelle époque qui commence avec moi. Bon. On peut dire, si on reste sur le sujet tech politique, Donald Trump, Éric Zemmour aussi d'une certaine manière, sans se revendiquer de la Startup Nation, ont repris une certaine forme de code et d'usage aussi, d'abord en personnalisant leur campagne électorale et en n'ayant pas directement de parti, mais aussi en utilisant énormément de moyens techniques nouveaux pour toucher un électorat large. Tout à fait. Au fond, qu'est-ce qu'on apprend en sciences politiques, dans les cadres de figure des personnalités qui rentrent dans le champ politique? Il y a la République, et puis il y a un phénomène classique qui est le bonapartisme. Qu'est-ce que c'est que le bonapartisme? C'est un individu qui s'adresse directement au peuple. Qu'est-ce que permet les nouvelles technologies? C'est de parler directement au peuple, sans les corps intermédiaires. D'ailleurs, si Macron est à ce point contre les corps intermédiaires, c'est qu'il pense qu'il a une relation directe avec l'ensemble de l'opinion. C'est tout ce que pensait déjà le général de Gaulle, etc. Mais à l'époque, il n'y avait pas, évidemment, les éléments de technologie nouvelle. Donc, pour des hommes politiques comme Trump de son côté, mais comme Zemmour, qui sont contre les partis institutionnels, ou les partis démocratiques constitués, qui sont pour eux un obstacle à leur relation avec le peuple, ils sont extrêmement présents. Et ce qui a permis d'ailleurs à l'extrême droite identitaire d'être beaucoup plus présente sur les réseaux sociaux que ne l'est la gauche. Moi, pour obtenir au Parti Socialiste qu'on retweete un truc que je pouvais dire, il fallait que je me lève de bonne heure. Parce que à gauche, on est individualiste. Et on vous retweete pas. On vous critique. Pour le coup, ces gens qu'on présente parfois comme réactionnaires ont été extrêmement modernes dans l'usage des moyens. Oui, oui, beaucoup le sont. C'est pas l'apanage de la gauche. On peut comprendre ce que c'est que la révolution de l'immatériel sans pour autant l'utiliser. Hein, je veux dire, bon, on a cette situation que l'on connaît aujourd'hui, où les réseaux sociaux jouent un rôle déformant, je dirais, mais joue un rôle considérable dans l'espace public. Si on revient, vous évoquez le cas de l'industrie, les acteurs de la tech savent que c'est une vraie industrie et une vraie économie qui crée des emplois. Et pourtant, ce n'est pas forcément l'image qu'en ont les acteurs extérieurs. Et vous évoquez justement souvent, quand on parle même de réindustrialisation, dans l'esprit de certains, c'est quasiment, vous l'avez dit, un retour aux années 70 avec le travail à la chaîne, avec les ouvriers. Et on a l'impression que c'est un retour en arrière, sans penser que la réindustrialisation, ça peut être une nouvelle forme d'industrie, donc plutôt une marche vers l'avant. Et ça, comment est-ce que vous l'avez pensé pendant ces 5 années du quinquennat Hollande, et lorsque vous étiez
premier secrétaire, penser cette nouvelle forme d'industrie, justement? C'est d'ailleurs mon grand désaccord avec une très grande partie de la gauche. C'est que on pense l'industrie comme vous l'avez évoqué, soit dans les années 70, soit même les années 30. On conçoit l'industrie comme le travail à la chaîne. On a en tête Renault ou les usines Poutilov en Russie. Mais on ne conçoit pas ce qui est aujourd'hui l'évolution technologique telle qu'elle se présente pour l'industrie. Et surtout, ce qui est encore nouveau, encore plus, c'est qu'on ne voit pas ce que j'appelle l'industrie 4.0, c'est-à-dire comment l'immatériel va être à la base de tout. Alors, je pense que les Français, et la gauche en particulier, ont fait un énorme progrès à cause du confinement. Le confinement a été un accélérateur considérable. La marche forcée, voilà, on était bloqués chez nous. Enfin, voilà, les gens étaient bloqués chez eux, ils se sont aperçus qu'ils pouvaient commander, ils pouvaient se soigner, ils pouvaient consommer de la culture, ils pouvaient évidemment converser, mais aussi faire des apéros virtuels. Et il y a tout un monde qui s'est ouvert pour l'ensemble des Français. Et pour moi, il y a, je le vois dans les discussions que j'ai, une rupture entre ce qui existait avant et ce qui existe maintenant. C'est-à-dire que la France a fait un bond en avant et a réintégré l'immatériel dans sa pensée et de l'industrie et de l'usage. Et ça, c'est fondamental. Et ça doit nous permettre de faire ce tournant fondamental pour que la France ne prenne pas trop de retard par rapport aux autres nations sur ce sujet. Il y a pourtant, je trouve encore un point bloquant pour qu'on adopte massivement la Startup Nation, on va dire, ou les nouvelles technologies, c'est qu'il y a un point culturel qui est très bloquant encore en France, c'est que la Startup Nation en fait rêver certains, qui rêvent de Californie, etc., mais on irrite d'autres à un point inimaginable, en fait. Comment vous voyez ce fossé culturel que nous on constate au quotidien entre les gens qui travaillent dans la French Tech, qui sont finalement des gens normaux, faut pas fantasmer, et les autres qui n'y sont pas et qui ont l'impression que la French Tech est un monde complètement à part, hors sol. Et alors c'est peut-être lié au fait que Macron a préempté, comme on dit, le terme Startup Nation, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Alors non, je disais tout à l'heure que c'est une grammaire qu'il faut maîtriser, et beaucoup de gens ne le maîtrisent pas. Les termes sont barbares. Ils sont pas barbares, mais ils sont anglo-saxons. Mais il y a plus que ça, même. Oui, alors, bien sûr, mais d'abord. Oui. Le premier abord. Il y a un langage hermétique. Il y a un langage hermétique. Il faut maîtriser. On a l'impression que c'est compliqué, que on va pas y arriver. Tout est dématérialisé aujourd'hui. Donc on fait appel quasiment aux ses enfants pour pouvoir s'inscrire ou décider de telle ou telle chose. Et donc c'est la hantise du monde nouveau. Du monde inconnu. C'est un monde inconnu qui s'impose à nous et on ne sait pas comment le maîtriser. Pourquoi ? Parce que nous sommes une génération, pas vous, mais moi, nous sommes une génération charnière. Nous sommes entre l'ancien monde industriel tel que nous l'avons connu et le nouveau monde qui va être totalement plongé dans l'immatériel. Je ne sais pas si vous vous souvenez du débat qui était illustratif, qui a eu lieu en France le jour où les tablettes sont sorties et on a appris qu'on pouvait lire un livre sur une tablette. C'était l'horreur. Enfin, pour moi, qui ai je ne sais pas combien de milliers de livres chez moi, d'un seul coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? On ne va plus avoir de livres, on ne va plus avoir de papier, on ne va plus pouvoir tourner les pages, on ne va plus lire un journal. Bon. Et donc, c'était la barbarie d'un certain point de vue. Bon, parce que nous, on est de la culture Gutenberg, on n'est pas de la culture Steve Jobs ou autre. Donc, tout ça a fonctionné. Et vous avez une génération qui a fait obstacle,
qui aujourd'hui est submergée, mais qui a fait obstacle dans un premier temps, parce que cette culture, qui était anglo-saxonne, était une culture qui s'opposait à la culture française, qui était celle du livre, de la pensée longue, du temps, des philosophes, des Lumières, etc. Et on n'était pas tout à fait schumpeterien, et de la destruction créatrice. C'était pas l'objet de notre pensée. Et donc, voilà. Alors après, on peut rajouter que Macron ayant pris le sujet, les autres ont estimé que c'était pas nécessaire de le reprendre à leur compte. Mais je pense que c'est pas ça le fond. Le fond, c'est voilà. Par exemple, dans un papier, moi, je propose que la formation aux technologies, aux nouvelles technologies, soit une nouvelle discipline enseignée à l'école. Pas pour apprendre à bidouiller, mais une discipline, c'est-à-dire que dès la primaire jusqu'à la terminale et en faculté. On l'apprend comme on apprend l'anglais. Bon. Ou qu'on apprend la littérature ou les mathématiques. Alors ça va de pair. Mais on ne l'a pas. Mais ça viendra. Et les générations à venir ne réfléchiront même plus. Ce sera intégré à leur vie. Alors que nous, il y a toujours une difficulté, une appréhension. Quand il faut aller mettre une appli, pas sûr de faire le bon truc, etc. Voilà, c'est dû aussi à ce moment de passage. Il faut mettre l'appli SNCF, elle fonctionne très bien et est très commode à utiliser. Une question, vous évoquez la culture anglo-saxonne. On a l'impression qu'on est toujours condamné à être submergé par la culture anglo-saxonne. Quand on en parle, souvent on prend comme quelque chose de négatif. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi avoir une French Tech de culture française ou latine qui justement submerge les autres et en termes de puissance, en termes d'influence, que l'on ait une souveraineté de la tech française et que ce soit cette tech-là qui fasse le là en Europe, au lieu d'être, nous, soumis à ces règlements anglo-saxons? Alors, il n'y a aucune raison qui ferait que la France ne soit pas en capacité d'inventivité, d'innovation. On a une école de mathématiciens qui est aussi renommée que celle des Russes dans le monde entier. On a l'équivalent de prix Nobel de mathématiques depuis Léon Schwartz, on en a eu plusieurs. Donc il n'y a aucune raison de penser que nous sommes condamnés. Après, est-ce que l'on doit être sur une souveraineté française, ou est-ce que la question, elle est européenne? Moi, je ne suis pas contre, bien au contraire, qu'il y ait des fleurons, des licornes, des start-up en France. Il y en a énormément de start-up. Je peux donner l'exemple des mairies. À chaque fois que je vais voir un maire, il me prend par le bras et on va voir sa pépinière avec des trucs extraordinaires, des trucs très marrants ou des trucs très intéressants qui sont faits. Bon, tout ça ne fonctionne pas tout le temps parce qu'il y a un problème d'investissement et de suivi. Mais je pense que il y a le débat autour du cloud, tout ça. Mais je pense que la dimension pertinente, la dimension critique, si on veut être en concurrence avec les Chinois ou les Américains, c'est Europe. Ariane nous fait la démonstration. Je veux dire, c'est là que ça se situe. Donc, j'ai un peu peur que le débat sur la souveraineté française, au nom des données, que je peux comprendre, nous éloigne d'une pertinence qui est celle de l'Europe. Par exemple, je trouve qu'il faudrait travailler à une directive européenne sur les nouvelles technologies. Il n'y en a pas. Il y a un bon travail qui est fait par notre ministre dans ce domaine, notre commissaire.
dans ce domaine. Mais voilà, il faut... alors peut-être que ça va venir vu le conflit dans lequel nous sommes avec la Russie, les cyberattaques, etc. Mais c'est au niveau de l'Europe qu'il faut interagir. On parlait des cyberattaques, c'était justement la question que je voulais vous poser. Donc c'est parfait. Nous n'étions pas concertés, parce que vous avez été membre de la commission de la défense à l'Assemblée nationale. Et effectivement, quand on pense à tech, à cyber, il y a ces questions de cyber. D'ailleurs, l'armée... il y a eu à une époque l'idée de créer une 4e armée, l'armée cyber. Ça n'a pas été fait, mais enfin, en tout cas... le cyber innerve l'ensemble des forces militaires. Comment vous voyez-vous cette question du cyber dans l'armée, des cyberattaques, l'usage aussi l'usage des données la donnée peut aussi être un élément de guerre. D'ailleurs, on pourra en revenir sur le fait que certaines données sensibles sont stockées dans des serveurs américains, mais en tout cas, on est là dans un enjeu de défense fondamental. Tout à fait. Je veux dire, vous ne pouvez pas dire que nous rentrons dans l'ère de l'immatériel et laissez votre système de défense à l'ère des fantassins. Il en faut, c'est nécessaire. D'ailleurs, les Russes le voient pour pouvoir contrôler une ville. Mais la dimension de la cyberattaque, de l'influence, de la paralysie de votre adversaire, de tous ses centres nerveux, est fondamentale. Il n'y a pas que le bombardement tel que les Russes le pratiquent. Il y a le fait de connaître les données des adversaires, de savoir où ils sont placés, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, comment ils sont en train de se déployer. Et puis, il y a une dimension de communication. Moi, puisque malheureusement, nous sommes confrontés à une guerre sur le sol européen, je suis frappé comment les Ukrainiens battent à plat de couture, mais à plat de couture, les Russes, dans ce domaine. En termes de communication, en termes d'image, le fait que, c'est passé depuis la Covid, c'est passé dans le domaine commun, mais qu'un président sous le bombardement puisse parler aux Nations Unies, dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, et fasse le tour de tous les parlements. On n'est pas dans le téléportage à la Mélenchon, mais enfin on n'est pas loin, quoi. Je veux dire, avant on voyait ça dans les films de science-fiction. Aujourd'hui, c'est la réalité quotidienne. Et je trouve que la maîtrise, avec l'appui bien sûr du monde occidental, mais la maîtrise ukrainienne dans ce domaine est extraordinairement supérieure à celle qu'on nous vantait, qui avait cette dimension efficace. On se souvient le groupe de Saint-Pétersbourg qui réussit à faire une manifestation à Houston en provoquant sur les réseaux sociaux la nécessité qu'il y ait une bibliothèque dans un centre culturel islamiste. Et ils arrivent à faire une manifestation. Donc on voit bien comment cette manipulation peut s'organiser. Mais force est de constater que cette école russe, souvent vantée, dont on a dit qu'elle avait pu déstabiliser l'élection aux États-Unis, qu'elle était intervenue en particulier en France, le président de la République s'en était gendarmé, il y avait eu d'ailleurs une passe d'armes avec Poutine sur ce sujet, mais elle a été battue à plat de couture. Donc un tout petit pays, on l'avait déjà vu avec le Vietnam, etc., sur le terrain militaire, mais un petit pays, c'est pas un tout petit pays d'ailleurs, c'est plus grand que la France, mais un petit pays qui maîtrise la cyberattaque et la cyberdéfense et la communication en ce domaine, peut donner le pion à un grand pays, le plus grand du monde, qui est la Russie. Est-ce que justement, quand vous étiez à la commission défense de l'Assemblée nationale, vous avez vu cette émergence du cyber dans l'armée et comment vous avez essayé d'y répondre ? Alors c'était balbutiant. À cette époque, on tirait le bilan de ce qui s'était passé dans la guerre du Golfe. Et on avait bien vu que les Américains avaient une supériorité considérable parce qu'ils étaient capables de maîtriser dans le temps et dans l'espace le déplacement non seulement des troupes, mais aussi des leaders.
il a fallu qu'ils lâchent leur portable à un moment donné, parce que sinon, ils avaient le droit à si ce n'est un missile, tout du moins une frappe. On avait parfaitement vu comment les Israéliens ont ciblé les principaux leaders palestiniens et comment ils ont pu, à des moments donnés ou autres, les éliminer. Donc on voyait bien qu'il y avait là une dimension qui s'ajoutait au domaine militaire, et qu'on pouvait avoir l'arme nucléaire, mais si on n'avait pas l'arme de la cyberdéfense, bien il nous manquait quelque chose dans notre panoplie. Et on parle beaucoup de guerre de haute intensité. Et finalement, avec le cyber, on peut faire beaucoup de dégâts avec de petite intensité. Tout à fait. On peut paralyser, désorganiser ses adversaires. Peut-être qu'on saura pourquoi, ou peut-être que c'est une volonté de ne pas agir en ce domaine de la part des Russes, mais on nous disait beaucoup qu'ils allaient désorganiser l'ensemble de l'Europe. Ça n'a pas eu le cas. Peut-être que les attaques ont eu lieu et qu'elles ont été parées. Je n'en sais rien, je n'ai pas d'éléments pour le dire. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une télé qui a été arrêtée, il n'y a pas une banque qui était dans la difficulté. Rien, on ne peut pas dire qu'ils aient paralysé notre système. On a parlé à un moment donné de la plateforme internationale spatiale. Rien ne s'est fait. Donc pourquoi ? Peut-être qu'ils n'ont pas pu le faire, peut-être qu'ils ont été bloqués, ou peut-être que c'est un degré ultime avant le nuclaire. Et peut-être aussi qu'on les a surestimés. Peut-être aussi qu'on les a surestimés. Peut-être qu'ils ne sont pas aussi performants qu'on veut bien le dire. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on avait des bons arguments à faire valoir en France pour construire une puissance technologique nationale. Vous avez parlé des licornes. Vous avez dit qu'on avait des fleurons et qu'on avait des licornes. Est-ce que vous pouvez nous définir une licorne ? Une licorne, c'est une start-up qui réussit. Voilà comment c'est une start-up valorisée à plus d'1 milliard. Oui, c'est pour ça que je dis qu'elle réussit. $1 milliard. Qu'elle réussit. Mais le problème de la licorne, c'est que c'est sa durabilité. C'est le fait qu'à un moment donné, si elle est valorisée, elle doit être productive. Enfin, elle doit pouvoir s'insérer dans la vie sociale et devenir, je dirais pas comme Amazon, n'exagérons pas, mais et devenir quelque chose de pérenne et de structurante. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que les Français sont très très inventifs. L'innovation française est très très forte. Bien sûr, mais le terme de licorne qui est évidemment très, très repris partout, parce que je rappelle que Emmanuel Macron en avait fait un objectif chiffré. Il avait dit à horizon 2022 qu'il en fallait 25 en France. Et maintenant, on en a plus que ce qu'il n'avait prévu. Moi, j'ai beaucoup de mal avec cet indicateur de la licorne, parce qu'en fait, ce qu'on constate concrètement dans la French Tech, c'est que les licornes sont des boîtes jeunes, alors certes valorisées très cher, mais parce qu'en fait, elles ont levé des fonds qui sont souvent, les montants levés sont souvent décorrélés du chiffre d'affaires que fait l'entreprise et encore moins de sa rentabilité. Donc souvent, en fait, les licornes sont des boîtes qui perdent beaucoup d'argent. Et c'est pour ça qu'elles enlèvent beaucoup. Mais il y a un autre problème qui fait le lien avec ce qu'on disait juste avant sur la cybersécurité et les conflits de manière générale, c'est que toutes nos licornes, sans exception, sont financées par des fonds étrangers, en fait. C'est-à-dire que nos startups aujourd'hui, en tout cas, ne peuvent pas accéder au stade de licorne sans les fonds étrangers, et notamment américains, parce que c'est eux qui représentent 90% des gros tickets investis en France. Oui, mais parce que là, on rentre dans un autre système, enfin dans un autre débat, pardon, excuse-moi. C'est que le problème du financement en France est difficile. C'est valable pour les startups comme c'est valable pour l'industrie classique. Nous n'avons pas la masse critique. C'est d'ailleurs pour ça que moi je dis attention à l'idée d'une French Tech autosuffisante. Non. Quand vous comparez les investissements en Chine ou aux États-Unis et ceux en France, on est ridicule. Donc il vaudrait mieux qu'il y ait une force de frappe, si je puis dire, européenne, qui nous permette d'avoir la masse critique
pour le faire. Alors, donc moi je suis très prudent. On nous dit mais attention, ce sont des capitaux étrangers, donc c'est pas nous, etc. Bon, les brevets, la domiciliation, le personnel, l'inventivité. Reste, le capital s'investit parce qu'il pense pouvoir avoir des bras de levier considérables. Ils ont déjà tout acheté aux États-Unis. Bon, voilà, bon. Mais je pense... Ce qu'on pourrait dire, c'est que quand vous dépendez de capitaux étrangers, vous avez une fragilité, pas obligatoirement stratégique, vous avez une fragilité financière. Parce qu'ils peuvent décider du jour au lendemain de se retirer parce que ça n'a pas la rentabilité qu'ils souhaitent. Bon. Alors que vous seriez avec des Français, appuyés sur plusieurs banques, ils pourraient donner plus de temps. Bon. C'est surtout ça qui est un problème. Donc encore une fois, le développement pour moi, le développement de la tech conduit à un développement de l'Europe. D'accord. Et en tant qu'ex-patron du PS, qui est assez à la pointe, en tout cas aujourd'hui, sur les questions sociétales, on va dire, ça vous inquiète ou pas de voir que cette French Tech, qui a priori va prendre de plus en plus d'importance dans l'économie française de demain, soit peuplée de gens assez homogènes, on va dire, culturellement, c'est surtout des CSP+, qui créent des boîtes, en plus on voit qu'il y a beaucoup d'argent qui sont investis dans ces boîtes, donc a priori, on a encore peu de recul pour chiffrer tout ça, mais a priori, la French Tech ne va pas permettre de réduire les inégalités entre classes sociales. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Bon, tout développement industriel s'est accompagné de cette inégalité. Mais là, c'est particulièrement... Enfin, je trouve que tout va très vite. Des fortunes dans la tech se font très vite. Aujourd'hui, en France, il y a des trentenaires qui de fait, deviennent multimillionnaires très rapidement. Je dis pas que c'est mal, hein, évidemment, mais quand vous aviez le début de l'ère industrielle avec l'automobile, des gens devenaient milliardaires en quelques mois, parce qu'ils vendaient des voitures. On se souvient des grandes familles françaises, Peugeot, tout ça a disparu pour un certain nombre d'entre eux, Renault, Panhard, etc. Et des marques, les deux Dion Bouton, ça a disparu. Bon, et des marques qui ont disparu, c'est normal. Et on va pas remonter comme ça, mais le jour où, avec un peu d'argent, on pouvait creuser un puits pour extraire du charbon, a fait des fortunes de certaines familles, et des familles françaises. Et on avait la chance d'avoir du charbon en France, qui nous a conduit à 2 guerres, mais enfin bon, on les avait en France. Donc, moi, évidemment, c'est critiquable, parce que il y a des inégalités qui sont produits de ce développement, mais c'est inéluctable. Et moi, je pense que la massification va réduire cette dimension d'inégalité qu'on peut pointer ici ou là. Donc je suis pas non, je continue à combattre pour la justice sociale et pour l'égalité. Je pense que les sociodémocrates doivent rétablir l'égalité, donc dans ce domaine comme d'autres, mais ils ne peuvent pas dire non, on va se passer de cela pour pouvoir retourner au bon vieux temps où on travaillait à la chaîne, on était tranquillou, parce que la différence des OS, enfin la totalité des ouvriers spécialisés avaient la même grille de salaire. Bon, on est rentré dans autre chose. C'est pas possible de penser comme ça. Bon, on est obligé d'intégrer cet élément de développement technologique. Donc quand vous entendez donc Mounir Majoubi, qui n'est plus en poste, mais qui avait fixé comme priorité de la French Tech d'embaucher de permettre à plus de femmes de créer des boîtes, de permettre à plus je crois qu'il avait parlé des habitants des banlieues, etc. Ensuite, là plus récemment, on parle beaucoup des inégalités hommes-femmes dans la tech. C'est très souvent repris, c'est des thèmes très souvent repris par la majorité aujourd'hui. Et donc vous pensez que c'est pas un cheval de bataille qui mérite autant d'attention ? Non, je voudrais pas accabler Majoubi, mais ça c'est de la com.
Évidemment que sur le papier, une femme peut créer une entreprise, quelle qu'elle soit d'ailleurs, mais pas plus dans la tech que dans le reste. Il n'y a pas un développement inhérent aux nouvelles technologies qui conduisent à l'égalité homme-femme, malheureusement. Bon, il faudra avoir des lois et l'imposer par la loi, parce que on a tendance à prendre ce qu'il y a sous la main et de reproduire un peu ce qui existe malheureusement dans la société. Alors à propos de com, justement, on a eu au cours de ces 5 dernières années des ministres qui ont largement fait usage de TikTok, par exemple, Madame Schiappa, Jean-Baptiste Djebbari, et puis on a vu aussi apparaître des applications. On évoquait en début d'émission la manière dont les réseaux sociaux ou autres avaient transformé le militantisme politique. Aujourd'hui, on voit apparaître des applications où on peut savoir pour quel candidat voter en fonction de nos goûts, de nos choix. Enfin, on nous pose plusieurs questions. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas aussi une forme de réduction de la politique, de réduction à un mécanisme Alors, ça c'est un débat... j'allais dire philosophique, est-ce que c'est la tech qui réduit ou est-ce que c'est la politique qui s'est réduite à la tech ? C'est l'un et l'autre. Alors moi, je n'ai pas employé jusqu'à présent, je n'étais pas candidat, mais TikTok. Je trouve que tout le monde s'est précipité parce que c'est toujours la même chose. Je ne sais pas de quoi c'est prescripteur TikTok. Sûrement de nombreux clics. Sûrement d'extraordinairement de gens vus, dans une tranche d'âge qui n'est pas celle que vous arriviez à convaincre ou à toucher, en tous les cas. Mais il faudra une étude pour savoir ce que cela reproduit. Moi, par exemple, je vois mon fils, sur TikTok, il préfère la salle à Macron. Ça le fait plus rigoler. Mais le fait qu'il rigole, pour moi, c'est pas un indicateur politique. C'est parce que c'est ludique. Parce que quand il voit la tronche de l'autre, il dit il est formidable. Qu'est-ce qui me fait rire ? Macron, il me saoule. Donc, je ne sais pas si le fait de se peindre en jeune, c'est un vieux débat. Là, on est autour des nouvelles technologies, mais j'ai connu ce débat bien avant sur d'autres choses. Amène les jeunes à la politique ou au choix. Parce que, qu'est-ce qu'on fait ? On réduit au maximum l'expression, on singe les mimiques, c'est-à-dire que Mélenchon a été plus populaire sur TikTok en buvant un lait fraise qu'en développant ses arguments. Donc je ne sais pas si ça, c'est un élément progressiste, on va dire, et qui renforce la politique. Je pense que nous sommes dans une phase de dépolitisation. Personne ne fait de la politique comme on devrait le faire. Moi, je suis un brontosaure dans ce domaine. Je fais de la politique comme on en faisait dans les années 70. C'est-à-dire l'analyse des phénomènes sociaux ou industriels. On en tire des conséquences et on donne du sens à ce qui se produit. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, on fait du marketing. On voit ce qui marche pas. Et l'offre politique se réduit à ce qui, sur les réseaux sociaux ou chez les sondeurs, démontre que les gens sont attentifs. Moyennant quoi, on expulse le débat politique. Puisqu'on est la veille de ce premier tour et qu'on peut encore jusqu'à minuit en parler un peu, si vous résumez cette campagne présidentielle, j'en ai jamais vu comme ça. La première partie de la campagne présidentielle a été dominée par Zemmour et le débat qu'il a installé, c'est-à-dire le grand remplacement. Et la deuxième partie de la campagne présidentielle a été dominée par la guerre en Ukraine. Il n'y a pas eu de débat. Il n'y a rien eu, même des propositions ici ou là des uns et des autres. Je veux dire, quand dans les temps, non pas ancestraux, mais il y a peu de temps d'ailleurs, on disait notre société doit tourner autour des 35 heures, vous avez eu un débat. Et là, la droite, la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche, tout le monde en parlait, etc. Là aujourd'hui, rien, pas de débat structurant. Or, tout ça va ressurgir après.
Ça va ressurgir dans la société, parce que rien n'aura été purgé, puisque la présidentielle, c'est fait pour ça. Donc, je fais cet ensemble, ce n'est pas la faute des nouvelles technologies. C'est parce qu'il y a une désidéologisation, mais une dépolitisation globale, on réduit le discours, et quand on parle sur une plateforme, on dit 4 mots et on fait un sourire. Et si on est bronzé, c'est tant mieux. Et ça dépend du paysage que vous avez derrière. Et si vous pouvez balancer une vanne qui va être reprise et qui fasse le buzz, vous avez gagné. Mais est-ce que ça fait avancer votre débat politique ? En tout cas, a priori, on se dirige vers une abstention record, notamment chez les jeunes. Donc, ça ne doit pas être si... non, parce parce que les jeunes, faut les entraîner. Si vous n'ouvrez pas la perspective d'une société qui soit entraînante, qui soit un espoir, ils ne participent pas. S'ils en ont à foutre, le problème des retraites, c'est pas leur problème, disent-ils, parce que c'est le problème des vieux, ils ont tort, c'est eux qui vont subir les conséquences. Mais ils ne sont pas enthousiasmés par ça. Le débat sur l'écologie n'a pas eu de droit de citer. C'est pour ça que le candidat écologiste, il se balade à 5% alors qu'il pensait être à 12 ou 14. Parce que, ça s'est pas imposé. Le débat sur le social, je veux dire, dans notre société française, il y a combien de millions de gens qui sont dans la précarité ? Ça n'a pas été posé. Personne n'a avancé de solution, ne serait-ce que pour attaquer ce sujet. Donc, mais ça, ce n'est pas dû au fait qu'on parle devant une caméra. Là, on va parler, c'est une émission qui a un format qui va durer 1 heure, on fait passer, j'en ai fait plein comme ça, 45 minutes, 1 heure, on va passer des idées, les gens, je ne sais pas s'ils vont rester pendant 1 heure, mais enfin, ils vont écouter, sentir un certain nombre de choses, ou ressentir un certain nombre de choses, dire, mais là, il déconne, mais là, non, je suis d'accord, etc. Donc, vous participez d'une éducation citoyenne et d'un échange citoyen nécessaire à une société. Mais s'il faut parler en moins de 22 secondes, évidemment, vous réduisez à des punchlines. Justement, pour conclure cet entretien, on va peut-être faire un petit test. Il y a une application qui a énormément de succès là, ces derniers jours, justement en lien avec l'élection présidentielle, qui s'appelle Élysée. Je ne sais pas si vous l'avez téléchargé. Non, je ne l'ai pas téléchargé. Mais on va voir si Élysée est pertinent pour... Donc le principe, c'est qu'en gros, vous répondez à des questions, oui, non. Et l'appli vous dit pour qui vous devriez voter. Et on va voir si... parce que vous avez appelé à voter Anne Hidalgo, il me semble. Alors, on va voir si vous allez trouver Anne Hidalgo. Donc, j'ai l'appli sur mon portable. Je vous pose 10 questions. Votre avis, c'est oui, non. C'est sur l'application Élysée. Et ensuite, je vous donne votre... Ils mettent un podium. Hein. Donc, voilà. Alors, faire dépendre les bonus des dirigeants des grandes entreprises du respect des objectifs environnementaux et sociaux. Oui. Obliger les pays d'origine à reprendre tous leurs ressortissants entrés illégalement sur le territoire. Non. Démanteler le système de la France-Afrique. Oui. Réduire les impôts de production de 30 milliards d'euros et baisser le taux d'IS à 15%. Non. Couvrir par la Sécu toutes les dépenses de santé. Non. Investir dans les énergies renouvelables. Oui. Recruter 40 000 personnels hospitaliers et augmenter de 12% la rémunération des aides-soignants et infirmiers. Oui. Sortir du nucléaire. Moi, je dis non. Non. L'appli ne propose pas l'entre-deux. Non, vous dites ? Non. Créer, former et pré-recruter 500 000 emplois dans les services publics. Oui. Alors, 1. Emmanuel Macron, 2. Philippe Poutou, 3. Fabien Roussel. Voilà. Oui. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire ou pas dimanche. Justement, est-ce que l'application est intéressante, mais si réduire la politique à une sorte de carte où on va cocher des cases oui, non, voilà. Ce qui manque, c'est le sens. Projet, il y a un sens. Voilà, bien sûr. Mais c'est pour ça que ce type d'application, qui peut être ludique, on l'a fait en famille. Mais j'étais quand même plus près de là, on en a fait que 10, normalement, il faut en faire un peu plus. Ouais, j'étais plus près de mon vote. Mais en plus, moi, je connais les tenants et les aboutissants. Je sais très bien vers où je vais y aller en répondant à une de vos questions, parce que je suis un professionnel de la chose. Bon. Mais c'est ce qui a manqué dans cette élection. Ce qui a manqué dans cette élection, ce n'est pas des propositions.
Et chaque candidat en a fait des centaines. Mais quel sens? Quel type de société? Qu'est-ce que nous proposons à la société française? Où est-ce que nous voulons aller? On va finir la campagne présidentielle en disant l'un est une menteuse et l'autre vous a trahi. Bon, c'est pas un projet de société, ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu à notre plateau et à présenter comme ça ces éléments. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.